il y a une autre affaire qui gêne dans d'autres proportions François Bayrou, c'est l'affaire Betaram. On n'a pas fini de mesurer l'onde de choc que produit cette affaire, avec aujourd'hui la mise en place d'une commission d'enquête parlementaire sur les violences dans les établissements scolaires. Libérer la parole, c'est un petit peu l'objectif de cette commission. Elle ambitionne de faciliter les signalements, quand signalement il doit y avoir, quand il y a des abus, de manière à empêcher évidemment d'autres affaires Betaram, parce qu'en l'espèce, le dispositif d'alerte n'a pas fonctionné. Et d'ailleurs, Alain Esquer, le porte-parole des victimes, qui s'exprimait il y a quelques heures maintenant devant cette commission, ne s'est pas privé de s'en indigner. On est en grande difficulté, en fait. C'est-à-dire que s'il n'y a pas un Alain Esquer qui se lève et qui hurle, en fait, auprès de la presse, et c'est la presse qui va faire pression pour que ce surveillant soit suspendu, ça en dit long sur les dysfonctionnements de l'État aujourd'hui, en fait. Parce que là, on parle il y a 30-40 ans, mais aujourd'hui, on a encore des choses à faire. Parce qu'il y a un trou dans la raquette. Les dispositifs d'alerte, ils ne marchent pas. La preuve, on en est à créer des pauvres pages Facebook. Enfin, c'est-à-dire que s'il n'y a pas des citoyens qui prennent le taureau par les cornes, le système, il continue, il est bien huilé. Ça tout continue à tourner. Et le pas de vague, il est toujours là en 2025. Il ne faut pas faire de vague. On protège l'institution. Il ne faut pas faire de vagues, on protège l'institution. Ainsi s'exprime Alain Esquer, qui est le porte-parole des victimes de Betaram. De cela, nous allons parler, mais aussi du reste, des travaux de cette commission et de ce à quoi ils peuvent servir. Nous allons le faire en compagnie d'Audrey Goutard. Bonjour Audrey. Bonjour. Journaliste spécialiste police-justice pour France Télé. Valérie Ginet est également avec nous. Bonjour madame, vous êtes secrétaire générale adjointe de la CFDT, formation et enseignement privé, la FEP. Gilles Bornstein est avec nous parce que tout est politique. Et nous devrions être en visioconférence avec Hélène Lobigna. Bonjour madame. Bonjour monsieur, bonjour à tous. Vous êtes présidente nationale de l'APEL. Alors c'est l'association des parents d'élèves de l'école libre. C'est bien ça? Tout à fait monsieur. Très bien. N'hésitez pas à vous manifester quand vous voulez intervenir, parce que parfois on a tendance à oublier un petit peu les gens qui sont en visioconférence. En tout cas, faites signe et évidemment vous aurez la parole. Alors, d'abord, je voudrais faire un tour de table rapide et peut-être commencer avec vous, Madame Ginet. Lorsque vous écoutez Monsieur Esquer, que ressentez-vous? De la compassion, de la colère, de l'indignation, de l'inquiétude? Ces paroles, effectivement, suscitent de la compassion envers les victimes, les victimes d'hier, les victimes qu'il peut éventuellement encore avoir aujourd'hui. C'est vrai que déjà en 2021, la commission indépendante sur les abus, sur les violences sexuelles dans l'Église avait montré l'ampleur des violences dans l'institution et avait dit déjà que 30% de ces violences l'avaient été dans des établissements scolaires ou des internats. Donc, ça n'est pas très étonnant que dans ces années-là, on n'a pas cherché plus loin, mais la commission avait fait état, et le rapport Sauvé avait fait état déjà de ces violences dans les établissements scolaires. Madame Lobigna, vous avez entendu le porte-parole des victimes de Betaram, la sincérité de son discours, qui était quand même empreint de colère. Qu'est-ce que ça vous inspire lorsque vous voyez ça? Eh bien, écoutez, c'est quelque chose pour lequel nous avons également de la compassion, mais je suis également très en colère. Parce que en colère que ces faits ne soient pas remontés jusqu'à nous et que nous n'ayons pas pu agir, que nous n'ayons pas pu avoir connaissance de ce qui s'était passé ça et là dans les établissements. Et ça, c'est quelque chose aujourd'hui, effectivement, il faut regarder pourquoi est-ce que tout ça ne remonte pas en fait et pourquoi est-ce que cette parole a mis autant de temps à se libérer. Alors, je pense que ça va être l'un des axes de travail de cette commission parlementaire qui dispose de 2 co-rapporteurs. Je vous les cite. Il y a d'abord pour Ensemble pour la République Violette Spilbou et pour LFI Paul Vanier. Et on a appris qu'il venait de saisir le procureur de la République après avoir pris connaissance d'éléments faisant état de violences sexuelles entre élèves de l'établissement, on parle de l'établissement palois, Betaram,
Betaram en 2024. Et ça, c'est un petit peu nouveau parce que les faits dont on avait eu connaissance jusque-là, c'était des faits qui allaient des années 50 à 2004. Et là, on s'aperçoit qu'il y a des faits très récents. Ça ne s'est jamais arrêté en quelque sorte ? Alors, les faits étaient connus par le procureur. Le procureur a confirmé qu'il connaissait ces faits qui se sont déroulés entre élèves. On voit bien que c'est un système en fait qui a fonctionné depuis plusieurs décennies. On le comprend et cette commission est là pour cela. En fait, elle est là pour d'un côté faire un point, c'est-à-dire entendre toutes ces victimes, et on comprend qu'il y en a énormément, les entendre, les laisser s'exprimer, et ce qui est assez troublant d'ailleurs lorsqu'on entend ces victimes témoigner, on a l'impression que le temps s'est arrêté et on a l'impression d'entendre des enfants finalement qui n'ont jamais été écoutés, qui peuvent enfin exprimer ce qu'ils ont vécu et ce qu'ils ont subi. Donc d'abord c'est l'écoute des victimes. Et le deuxième temps de cette commission, ça va être essayer de comprendre, et c'est ce que vous disiez tout à l'heure, comment ça a pu perdurer, comment ça a pu se passer, comment les adultes, même ceux qui ont tenté de dénoncer, n'ont pas été entendus. Donc ça sera la deuxième partie de cette commission. Et la troisième partie, ce sera comment faire en sorte que ça ne se reproduise plus jamais. Alors plus jamais, ça va être compliqué parce qu'on se rend compte aujourd'hui, quelles que soient les institutions, qu'elles soient catholiques, qu'elles soient publiques, que toutes les institutions qui accueillent des enfants ont à un moment donné eu des pédophiles. Il y a de plus en plus d'affaires qui circulent. Il y a des pédophiles et les pédophiles cherchent. La première chose qu'ils cherchent, c'est de pouvoir côtoyer des enfants qui seront leurs victimes. Et donc, on les retrouve dans toutes les institutions qui accueillent de jeunes enfants. Et il est très difficile d'entendre encore cette parole des enfants qui n'est pas trop écoutée. Alors, pour rester sur Betaram, avant d'élargir un petit peu, on sait qu'Elisabeth Borne, la ministre de l'Éducation nationale, a ordonné un contrôle. Je crois qu'il y a 7 inspecteurs en ce moment qui sont le nez dans les dossiers de Betaram. Comment, à votre avis, doivent se dérouler ces contrôles ? Est-ce que les contrôleurs doivent rester longtemps, se saisir de toutes les archives, auditionner chaque enfant ou chaque enseignant ? Comment ils doivent s'organiser, ces contrôles, selon vous ? Si tant est que vous ayez une idée sur la manière dont il faille procéder. Alors, je pense que les inspecteurs en charge de ces contrôles connaissent la marche à suivre. Mais effectivement, si on se réfère au contrôle qui a eu lieu en 1996... Oui, parce que c'est le dernier en date pour Betaram. Ça fait quand même une trentaine d'années. Une trentaine d'années qui a lieu en une journée et où l'inspecteur lui-même a révélé qu'il finalement, il n'avait rien vu et qu'il n'avait rien pu voir. C'est pour ça que je pense que de prendre le temps, effectivement, d'écouter tous les acteurs, les enseignants, la direction, les élèves, les personnels de vie scolaire, c'est un gage de bon travail et on pourra ainsi découvrir toute la vérité. Est-ce que vous avez le sentiment, Hélène Lobigna, qu'il faudrait resserrer les boulons, par exemple en matière de recrutement, voir si les personnes qu'on recrute ont bonne réputation ? Je sais que c'est un petit peu... comment dirais-je, c'est pas très rigoureux comme argumentation, mais savoir s'ils ont un casier, s'ils ont déjà eu des problèmes, c'est le cas, semblez-vous dire. Alors, effectivement, depuis 2016... C'est-à-dire c'est récent quand même, 2016. Ah oui, on peut dire que c'est récent, c'est trop récent, bien sûr. Mais effectivement, il y a auparavant, non mais il faut savoir qu'avant 2016, il n'y avait pas d'obligation. La justice n'était pas obligée de transmettre à l'éducation nationale le casier judiciaire des professeurs qui étaient embauchés, que ce soit dans le public, dans le privé, etc. Ça peut expliquer pas mal de choses. Ce qui peut expliquer effectivement qu'il y ait, comme on dit, des trous dans la raquette. D'ailleurs, cette obligation à partir de 2016 des juridictions de transmettre les dossiers des futurs candidats et des professeurs, eh bien c'est à la suite d'une affaire où un professeur on s'était rendu compte que pendant des années il avait fait des victimes alors qu'il avait un casier judiciaire et qu'il avait été condamné notamment pour des faits de pédophilie. Alors, et ça c'est... Allez-y, si vous Madame permettez, bien sûr. C'est quelque chose qui est très important. C'est-à-dire qu'il faut une tolérance zéro. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ces casiers judiciaires sont primordiaux. Il faut que ça fasse partie de la règle. Donc c'est vrai que c'est fait maintenant depuis 2016. C'est dommage que ça ne soit pas fait avant et qu'on attend toujours des faits assez graves pour réagir. Donc c'est fait depuis 2016. Il faut continuer. Je pense qu'il faut mettre encore plus de mesures en place
place, c'est-à-dire qu'il y a ces casiers, mais il faut également qu'à la moindre alerte, chacun ait le courage de pouvoir dénoncer ce qui se passe au sein d'une institution et qui peut arriver. Donc ce que l'on observe, et c'est notre rôle, nous avant tout, en tant que parents, de pouvoir dénoncer ce qui se passe au sein d'un établissement, quel qu'il soit. C'est vrai que pendant longtemps, chacun... En tout cas, les parents n'étaient souvent pas au courant, les associations et les syndicats non plus, parce qu'il y avait une omerta au sein même des institutions où finalement chacun couvrait l'autre. C'est-à-dire qu'un professeur qui avait eu des agissements dénoncés par exemple par des parents, eh bien on le changeait d'école. Et on ne prévenait pas, évidemment, le nouvel établissement. Donc, on mettait la poussière sous le tapis, comme on dit, et il n'y avait aucune action, si vous voulez, clairement répressive pour protéger les enfants. Alors, sur ce plateau, nous avons une personne qui est représentante de l'enseignement privé. Vous, Madame Lobina, vous êtes représentante de l'enseignement libre. Est-ce que vous avez le sentiment que cette commission est bien constituée? Et la question dans la question, c'est de savoir si en creux, vous craignez qu'on s'intéresse un petit peu plus lorsqu'on enquête à l'enseignement libre ou à l'enseignement catholique, plutôt qu'à l'ensemble de l'enseignement qui inclurait évidemment le public. Non, je pense que la vraie question et celle à laquelle moi je vais m'efforcer de répondre, c'est de se dire comment est-ce que l'on peut aujourd'hui protéger nos enfants, et c'est le but de cette commission. Comment protéger tous les enfants, quels qu'ils soient dans le public ou bien dans le privé. La différence, il n'y en a aucune. Il faut que tous les enfants en fait soient protégés. Ils méritent tous d'être protégés. Donc voilà, il faut refuser tout silence, il faut refuser toute impunité. Voilà, nous sommes des parents avant tout, mais il faut que chacun ait le courage de dénoncer tout ce qui se passe, et je pense que cette commission fera la lumière justement sur les différents témoignages, avec les témoignages des uns et des autres, de ce qui va se passer. Donc c'est très important pour moi. Audrey ? Vous évoquiez tout à l'heure les inspections donc académiques qui permettent de contrôler, que ce soit le public ou le privé, de contrôler ce qui s'y passe, notamment lorsqu'il y a des informations qui annoncent qu'il risque d'y avoir un problème. Vous disiez que Betaram, la dernière inspection, avait eu lieu en 1996, qui est bien loin. Il faut savoir que depuis donc, juin 2024, le ministère de l'Éducation nationale a pris une circulaire demandant aux recteurs de renforcer les contrôles. L'objectif est d'intervenir dans 40% des établissements privés sous contrat d'ici 2027. Donc vous voyez, ça va être lent, alors qu'effectivement, il y a toujours le risque que se passe en ce moment même des incidents dans certains établissements. Alors, on a le sentiment qu'avec cette affaire Betaram, il y a une sorte de boîte de Pandore qui a été ouverte, parce que depuis, avant même l'instauration de la commission, les langues ont commencé à se délier. On s'aperçoit que certes, il y avait un problème à Pau avec l'école Betaram, mais il y en a un peu partout en France. On va faire le tour de toutes les affaires qui sont sorties depuis. On va le faire avec Pauline Forgue. Oui, la parole se libère ces dernières semaines. De plus en plus de victimes font état de violences physiques et sexuelles s'étant déroulées dans d'autres établissements que l'établissement Betaram. C'est ce dont on peut se rendre compte dans cette carte qui a été réalisée par nos confrères d'ici France Bleu. L'un des établissements qui fait beaucoup parler de lui ces dernières semaines, c'est ici Notre-Dame de Garaison, située dans les Hautes-Pyrénées. Dans cet établissement, 2 plaintes ont été déposées depuis le début du mois. La première, le 5 mars, par une victime de 44 ans, scolarisée dans les années 90, qui dénonce des viols et des agressions sexuelles. La seconde plainte, elle a été déposée le 17 mars, c'est-à-dire lundi dernier, par une victime de 45 ans, scolarisée entre 1992 et 1994, et qui pointe du doigt notamment un surveillant de l'internat de l'époque. Ce n'est pas tout, puisque parmi les autres établissements concernés, on peut citer celui-ci, Sainte-Croix-des-Neiges, situé en Haute-Savoie. Là-bas, le diocèse a réalisé un signalement auprès du procureur de la République, puisque 14 victimes, 14 hommes ont déclaré ces dernières semaines avoir été violentés avec des violences physiques et sexuelles commises entre 1960 et 1990. 2 des agresseurs mis en cause dans cet établissement sont décédés depuis il y a maintenant plusieurs années.
Également dans la tourmente, on peut citer l'institution Sainte-Dominique qui est située à Neuilly-sur-Seine. Le parquet de Nanterre a ouvert une enquête préliminaire et tente d'obtenir des témoignages de victimes, mais aussi de mise en cause, puisque là-bas, on parle notamment beaucoup d'un surveillant nommé Cheval, qui est un ancien de l'établissement Betaram. Enfin, on peut citer l'école Ozanam, qui est située ici, en Haute-Vienne. Là-bas, une cellule d'écoute a déjà recueilli le témoignage de 2 victimes, des anciens élèves scolarisés dans les années 70, qui tous les 2 pointent du doigt 2 prêtres, là encore de la congrégation de Betaram. Une autre enquête préliminaire a été ouverte. Pauline Forgue, merci. Alors, Valérie Ginet, est-ce que vous avez peur que toute cette affaire débouche sur une forme de vindicte qui viserait uniquement l'enseignement libre, voire l'enseignement catholique, parce qu'on voit aussi qu'il y a pas mal d'affaires dans des établissements confessionnels? Écoutez, je pense que le fait que ces affaires sortent et que les gens parlent, c'est toujours une bonne chose. Et c'est pour les établissements de l'enseignement privé, le fait de ne pas refuser que tout cela sorte, après quand même des années de manque de transparence, c'est le gage d'une attitude qui va permettre de restaurer peut-être même l'image de l'enseignement catholique et de l'enseignement privé. C'est-à-dire que pour moi, le plan qui a été établi par le ministère de l'Éducation nationale qui reprend la main, c'est-à-dire que les signalements ne vont pas être faits au diocèse ou à l'institution catholique, mais les signalements devront être faits au ministère de l'Éducation nationale. Il y aura une remontée des faits par les personnels. Il y aura aussi une parole libérée par les enfants qui devront remplir des questionnaires possiblement anonymes. Et voilà, tout ça, en fait, cette transparence et le fait que l'enseignement privé accepte d'être enfin considéré comme un enseignement, une mission de service public, ça peut restaurer l'image de l'école catholique. Tout ce qui est caché, tout ce qui est traité en interne, eh bien, ça paraît suspect. C'est pour ça qu'il faut que ça sorte et il faut que le ministère de l'Éducation nationale s'en empare. Madame Lobina, est-ce que d'une manière ou d'une autre, vous avez été contactée par les co-rapporteurs de cette commission d'enquête? Et si oui, quelle a été la teneur de l'échange que vous avez pu avoir avec eux? Et sinon, est-ce que vous le regrettez et qu'aimeriez-vous leur dire? Alors écoutez, je n'ai pas été contactée directement, mais je serai auditionnée jeudi 27 mars prochain. Donc, comme l'ont été ce matin les victimes, cet après-midi Monsieur Sauvé et d'autres personnes. Donc moi, je suis auditionnée le 27 mars prochain. Donc je répondrai à cette audition parlementaire, bien entendu, avec la plus grande transparence, avec ce que je porte aujourd'hui, qui est le fait que nous devons aider ces victimes à se reconstruire, mais il faut également penser à protéger chacun des enfants qui soient dans une institution aujourd'hui. Chaque enfant doit pouvoir être protégé, mais il faut également essayer que le soufflet ne retombe pas, si vous me permettez l'expression. C'est-à-dire qu'il y a cette audition parlementaire, c'est très bien, il y a cet effet médiatique, mais il faut que cela perdure dans le temps et il y a peut-être des actions concrètes à mettre en place. En tout cas, nous sommes en train d'y réfléchir au niveau de l'appel pour essayer de faire que justement cela perdure dans le temps et que ce soit vraiment un vrai chemin de réparation, mais dans le temps. Valérie Ginet, contactée également? Oui, alors non, je n'ai pas été contactée pour la commission. Vous le regrettez? Mais oui, ça pourrait être intéressant d'entendre des représentants des personnels, effectivement. Mais ce que je voulais dire aussi sur cette affaire, c'est qu'il y a un autre dispositif qui permettra à long terme d'éviter ce genre d'affaires. C'est le programme d'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle qui doit être mis en place dans tous les établissements et qui permettra aux enfants eux-mêmes, aux élèves eux-mêmes, de reconnaître les adultes de confiance et de pouvoir parler au moment où ça arrive, voire même de pouvoir dire non quand ils ne veulent pas que ça leur arrive. Alors ça, c'est quelque chose qu'a lancé Elisabeth Borne. C'était déjà lancé avant. Oui, enfin, oui, effectivement, elle a confirmé Oui, non, mais c'est vrai qu'avec que ça allait tous ces fonctionner. gouvernements, on s'y perd un peu. C'est vrai que Gabriel Attal, Elisabeth Borne, mais qui est contesté. Je veux dire, il y a des gens qui disent c'est pas forcément une bonne idée que de parler de ça à un enfant, de lui soumettre dès le plus jeune âge la possibilité d'avoir le choix
de dire oui ou de dire non. Est-ce qu'on est, à partir de quel âge est-on capable de le dire ? Écoutez, il me semble que dès le plus jeune âge, les enfants doivent être en capacité de dire non. Et la preuve en est de toutes ces victimes qui ont été victimes pendant des années et qui n'ont rien dit ou qui n'ont pas été entendues. Donc, ce programme va permettre de libérer aussi la parole des enfants. Un enfant qui est sous l'autorité d'un maître, d'un surveillant, d'un chef d'établissement, il faut qu'il ait la force d'aller auprès d'un adulte de confiance pour dénoncer ce qui lui arrive. Madame Lovinia, je crois que vous vouliez réagir sur ce thème. Oui, c'est effectivement quelque chose que nous saluons parce que même si ce programme est en partie décrié par certains, il faut saluer le fait qu'il y ait maintenant un cadre. Donc c'est vrai que c'est un programme qui va de la maternelle à la terminale. Où il y a des phases différentes, mais il faut saluer le fait que l'on parle de consentement, que l'on ait remis au cœur de ce programme quand même les parents et sont associés à ce programme, ils sont informés de ce qu'il va être fait dans les établissements et ça me semble très important pour qu'ensuite ils puissent en parler chez eux, ils puissent en parler avec leurs enfants parce que peut-être cela n'était pas fait jusqu'à présent. Donc c'est un pas en avant pour moi. Audrey Goutard, vous confirmez que François Bayrou, le Premier ministre, va être auditionné également ? Il a dit que si on le sollicitait, oui, effectivement, il serait auditionné parce que je vous rappelle que François Bayrou a été mis en cause par certains membres de l'association justement Betaram parce qu'en 1997, il avait tout juste quitté ses fonctions de ministre de l'Éducation nationale. Il dirigeait le Conseil général des Pyrénées-Atlantiques et il était le père d'un des élèves de Betaram. Et certains témoins de l'époque disent que son épouse était au courant des agissements. Lui a rejeté effectivement l'idée, a rejeté le fait qu'il ait pu être au courant d'agissements sexuels, si vous voulez, d'agressions sexuelles sur des élèves. Même s'il y a pu y avoir une baffe à un moment, si j'ai bien compris. C'est effectivement une agression physique qui a été commise contre un élève qui en a perdu le tympan. Ça a été commis en 1996, donc au moment où effectivement il était ministre de l'Éducation nationale. Les premières plaintes pour agression sexuelle, elles datent de 1998, donc après son départ. Néanmoins, ce qu'on lui reproche aussi, c'est que toute la presse régionale parlait de ces affaires et que lui aurait pu, selon certains, se manifester et manifester sa désapprobation, ou en tout cas faire remonter les affaires auprès des différentes juridictions. Gilles Bernstein, terrain plus que jamais miné pour François Bayrou avec cette affaire ? Oui, vous vous rappelez, selon Jacques Chirac, ce qui volait en escadrille. Ah oui, les emmerdes. Les emmerdes, en ce moment, les emmerdes volent en escadrille. Pour François Bayrou, il n'a pas de majorité, il n'a pas de pacte de gouvernement, ce qui l'empêche de présenter des lois, il a 2 ministres qui menacent de démissionner. Franchement, la vie n'est pas très facile à Matignon pour lui. Je ne dis pas que c'est l'enfer de Matignon, mais voilà, il se serait bien passé de cette affaire. Il a aussi les ennuis qu'il crée lui-même avec ses déclarations approximatives sur le conclave sur les retraites dont on a parlé. Il se serait bien passé de cette affaire, mais il faut dire qu'il ne l'a pas très bien gérée. Il ne l'a pas très bien géré parce qu'il ne s'est pas rendu compte, François Bayrou, qui est un homme de 73 ans, qui n'a pas eu de poste exécutif depuis un certain temps, il ne s'est pas bien rendu compte qu'aujourd'hui, il ne suffit pas de dire « mais enfin, je suis François Bayrou, tout dans mon passé, le fait que mes enfants soient scolarisés dans cet établissement, tout indique que c'est absolument impossible que j'ai été au courant ». C'est plus possible. Aujourd'hui, c'est plus possible d'être cru sur sa bonne foi. On sait que Mediapart, à l'origine de l'affaire, feuilletonne et que quand ils sortent sur quelque chose, c'est qu'ils ont un certain nombre d'éléments. Et à un moment, il faut les prendre en compte. Vous pouvez trouver ça injuste, vous pouvez trouver ça scandaleux, vous pouvez trouver que c'est de la base politique, vous pouvez trouver que vos adversaires politiques se déshonorent en vous demandant des explications. C'est comme ça. Quand on accepte d'être Premier ministre, on accepte les règles du jeu actuelles. Et peut-être que François Bayrou les a un petit peu méconnus dans sa façon de se défendre au début. Il a toujours été en retard, il a semblé mépriser les questions qu'on lui posait, il a fini toujours par répondre à contre-temps. Donc maintenant, c'est vrai que c'est compliqué, et c'est vrai que les sondeurs qui mesurent quand même une popularité assez faible de la part du Premier ministre, au point que le Président de la République, avec les récents événements, est repassé devant son Premier ministre, qui arrive extrêmement rarement, c'est vrai qu'on sent que ce Premier ministre en qui que les gens ne méprisent pas, mais dont ils se disent qu'ils ne feront pas grand-chose, ça vient alourdir le dossier, l'accusation de ceux qui pensent que ça va être un Premier ministre
empêcher, parce qu'il aura cette espèce d'épée de Damoclès tout le temps au-dessus de la tête. Donc ça participe à son impopularité. Et le problème de l'impopularité, c'est qu'elle crée toujours de l'impuissance. On agit moins, on gouverne moins quand on est impopulaire que quand on est populaire. Ultime question, vous pouvez répondre très rapidement, hein, Valérie Ginet, c'est aussi bon pour vous, et Hélène Aubignat. Est-ce que dans l'exercice de votre activité de syndicaliste, hein, je rappelle que vous êtes à la CFDT, vous avez eu à entendre des faits qui auraient été commis dans les écoles et qu'on vous aurait demandé de relayer? Est-ce que ça a été fait? Alors, forcément, dans une carrière de syndicaliste, on a accès... moi, j'ai été représentante dans des commissions rectorales dans lesquelles, effectivement, il y a des enseignants qui ont été jugés, qui ont eu des sanctions disciplinaires pour... Mais quand vous l'avez su, est-ce que l'information a circulé de manière fluide ou pas? Alors, l'information, oui, avait circulé de manière fluide. La grande exposition médiatique aujourd'hui, elle est aussi due au fait que M. Bayrou était ministre de l'Éducation nationale à l'époque des faits. Donc, ça donne une couverture médiatique. Mais je pense que ce genre d'affaires ne peut pas se régler à coup médiatique. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que se mettent en place véritablement les moyens pour que toute la vérité soit faite et pour que les enfants soient protégés dans les écoles. Madame Aubignat, même question. Est-ce que vous avez eu à être prévenu qu'il se passait des choses pas très claires dans certains établissements? On s'est adressé à vous. Est-ce que l'information est remontée comme elle aurait dû remonter? Si vous avez une expérience dans ce domaine ou pas? Alors écoutez, non, je ne suis pas là depuis très longtemps au niveau de l'appel, mais ça n'est pas remonté jusqu'à moi et les présidents, mes prédécesseurs, n'ont pas eu non plus de différentes remontées, mis à part quelque chose en 2005, sur Strasbourg, où là, les choses ont été traitées et ont été remontées tout de suite. Il y a même un document qui est sorti à l'époque, qui a été fait par l'appel. Aujourd'hui, nous continuons à être proactifs. Nous recevons la Civise qui sera là auprès de nos présidents départementaux et académiques ce dimanche. Et nous continuons à travailler avec Monsieur Alain Esquer où nous espérons en fait pouvoir mettre ensemble peut-être des groupes de travail et différentes choses. Voilà. Je vous remercie, Madame. Valérie Ginet, merci également. Audrey, mille merci. Gilles Banshein, merci également. On va passer au troisième sujet qui nous préoccupe.